La nouvelle fait sensation et se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. De l'or a été découvert en Californie. Du jour au lendemain, ils sont des dizaines de milliers à accourir, avec une seule idée en tête, faire fortune. La ruée vers l'or a incité les gens à prendre tous les risques et à tenter le tout pour le tout, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là. L'or représente la possibilité de refaire sa vie, de repartir de zéro, de se réinventer. Il est synonyme d'espoir. C'est la première fois que des individus venus de tous les continents se retrouvent au même endroit. Et ça ne s'est pas toujours très bien passé. On peut considérer que c'est un événement clé dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est la toute première fois que se crée une société internationale, multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Et ils arrivent en masse, attirés par ce métal capable de changer instantanément leur vie. Comme cet aristocrate chilien ruiné, désireux de reconstituer la fortune familiale. Cette courageuse femme de pionnier du Missouri qui décide de suivre son mari, saisie par la soif de l'or. Cet enseignant californien qui rêve de devenir propriétaire terrien. Ce fils de capitaine de Nouvelle-Angleterre qui a tout approuvé. Ou ce forgeron de l'État de New York qui s'est résolu à abandonner femme et enfants et à risquer tout ce qu'il possède dans l'espoir de connaître une vie meilleure. À part la guerre de sécession, aucun autre événement du 19e siècle n'a eu un tel impact, ni des répercussions aussi durables que la ruée vers l'or. Celle-ci a évidemment transformé la Californie, mais aussi et surtout l'Amérique. Le 12 mai 1848, un ambitieux marchand du nom de Sam Brannan met en émoi la petite ville portuaire de San Francisco en Californie avec une annonce fracassante. Gold! Gold! Depuis des mois, des rumeurs couraient à propos d'un groupe d'ouvriers construisant une scierie au pied de la Sierra Nevada à 150 km à l'est. L'un d'eux aurait aperçu le scintillement de particules d'or dans un cours d'eau. Peu d'habitants de San Francisco prennent cette histoire au sérieux, jusqu'à ce que Sam Brannan ne leur apporte la preuve de sa véracité. Une fois que la rumeur s'est confirmée, les habitants de Californie se sont demandé « Est-ce que j'abandonne tout pour essayer de faire fortune en cherchant de l'or ?» Beaucoup se sont dit que ça valait le coup de tenter leur chance, et ils sont partis. Quelques jours plus tard, la majeure partie des 800 résidents de San Francisco se précipitent sur place. Un journal écrira « L'appel sordide de l'or retentit dans tout le pays, tandis que les champs sont laissés à moitié semés, les maisons à moitié construites, et que tout est négligé, à l'exception de la fabrication de pelles et de pioches. » Sam Brannan, l'instigateur de cette frénésie, n'a lui aucune intention de chercher de l'or. Cet aîné de l'église mormone est venu en Californie à la recherche de la terre promise et frappé par l'abondance de la région, s'est établi sur place. La plupart des Mormons ont préféré pour leur part s'installer plus à l'est, près du Grand Lac Salé.
il a la bonne idée d'ouvrir un magasin général à Sacramento, non loin de l'endroit où les premières pépites seront découvertes. Et il ne tarde pas à comprendre les avantages qu'il pourra en tirer. Sam Brannan était un génie du commerce. Il a vite compris que son magasin allait devenir une véritable mine d'or, au propre comme au figuré, car tous ces orpailleurs allaient venir faire leurs emplettes tout près du site des fouilles. Dans les 3 mois qui suivent, il va équiper une multitude d'apprentis chercheurs d'or, faisant ainsi exploser les recettes de son magasin qui atteignent 36 000 $. Dans le même temps, il continue à répandre la nouvelle de la découverte par l'intermédiaire du California Star, le journal qu'il publie. Il concocte une édition spéciale sur les richesses minières de la Californie qu'il tire à 2000 exemplaires et fait acheminer à dos de mulet, le seul moyen de transport à l'époque, jusqu'à la ville de Saint-Louis, plus à l'est. Il faudra 4 mois à ce convoi pour atteindre sa destination. Pendant ce temps, Sam Brannan entrepose dans son magasin toutes les pelles, les pioches et les bâtés qu'il peut trouver. Il pressent d'ores et déjà que 1848 sera une très bonne année pour lui. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre de l'or au cours des siècles. Les Hittites, les Égyptiens, les Espagnols en ont trouvé. Mais il a toujours appartenu au roi, au tsar, à l'empereur, à celui qui avait le pouvoir et les moyens de dire « Bas les pattes, c'est à moi ». En Californie, il n'y avait pas d'armée pour protéger l'or. Donc il appartenait à ceux qui le trouvaient et le rapportaient chez eux. Au moment où cet or est découvert en Californie, la région est en pleine mutation. Au cours du XVIIIe siècle, c'était un avant-poste à la limite de l'Empire espagnol, puis de la République mexicaine. Jusque dans les années 1840, la Californie ne comptait que 170 000 habitants. La plupart étaient des autochtones qui vivaient dans les vallées du centre de la région. Le reste étaient des Californios, des colons hispanophones qui élevaient du bétail sur de vastes propriétés près des côtes. C'était une société de propriétaires terriens par opposition à une société de l'argent. Et dans cette société pré-capitaliste, basée sur de grandes familles terriennes, le fait de gagner de l'argent n'était pas ce qui primait avant tout. En 1847, après 2 ans de conflit, la guerre américano-mexicaine prend fin sur une écrasante victoire des États-Unis. Lorsque le traité de paix est signé début février 1848, le Mexique est contraint de céder aux États-Unis un vaste territoire, qui comprend notamment la Californie. Les 2 pays ignorent encore que de l'or y a été découvert quelques jours plus tôt. L'une des particularités de la ruée vers l'or, c'est qu'elle s'est déroulée sans véritable contrôle. Aucune autorité américaine n'était venue remplacer les autorités mexicaines. Les gens savaient qu'ils pouvaient aller chercher de l'or en Californie et se remplir les poches sans avoir à payer de taxes, sans contraintes, sans contrôle. Il n'y avait personne pour endiguer ce flot de milliers d'orpailleurs et les empêcher de prendre cet or. Au cours de l'été 1848, la grande nouvelle atteint le village de Los Angeles, à 500 km au sud de San Francisco. Antonio Franco Coronel, un Californio de 30 ans, est parmi les premiers à faire ses bagages et à prendre la direction de la Sierra Nevada. Ce notable et ancien officier de l'armée mexicaine a été appâté par les récits mirobolants prétendant qu'on pouvait ramasser des monceaux d'or en grattant simplement le sol avec une petite cuillère. Des années plus tard,
Il se souvient de sa première expérience de chercheur d'or. Nous nous mîmes à l'ouvrage à l'aube, et je n'eus pas à creuser longtemps pour atteindre le filon. Chacun était heureux de sa moisson. Pour ma part, je ramassai près d'1,5 kg de grains d'or. Tous ceux qui étaient autour de moi, soit une centaine d'hommes, obtinrent eux aussi des résultats prodigieux. Antonio Franco Coronel était d'origine modeste. Ce n'était pas un gros propriétaire terrien, c'était un ancien enseignant. Tous ces chercheurs d'or trouvaient des pépites en surface, sous des rochers, et ils n'en revenaient pas de ramasser de telles quantités d'or. Au cours des 3 premiers jours, Coronel ramasse près de 4 kilos d'or, soit l'équivalent de 2000 $. De quoi acheter au moins une centaine de chevaux. Antonio Franco Coronel a décroché le gros lot. Les premiers arrivés, comme lui, s'en sont très bien sortis. L'or était facile à trouver. La concurrence n'était pas particulièrement féroce. Chacun ne pensait qu'à se remplir les poches et à repartir. Partout au pied de la Sierra Nevada, sur 150 km du nord au sud de Coloma, lieu de la première découverte, c'est le même scénario qui se répète inlassablement. Cet or provenait des veines de quartz de la Sierra Nevada, qui, au fil des siècles, avaient été érodées par les glaciers et les eaux de fonte. Et l'or, ainsi charrié, se retrouvait parmi le gravier qui tapissait le fond des cours d'eau. Donc il suffisait de baisser les yeux, de le repérer et de le ramasser. Durant l'été 1848, on compte moins de 5000 orpailleurs dans la zone aurifère. Comme Coronel, la plupart d'entre eux sont des Californios accompagnés de leur main-d'œuvre indienne. Mais il y a aussi des Indiens qui cherchent de l'or pour leur propre compte, des Mexicains venus de la province de Sonora, ainsi qu'un petit nombre d'Hawaïens, d'Américains et d'Européens. La majorité sont des marins ayant abandonné leur navire aussitôt arrivés à San Francisco. Ce qui est frappant à propos de l'orpaillage dans cette zone, c'est qu'il est très égalitaire, du moins au début. Chacun est concentré sur sa propre fortune et ne s'occupe pas de ceux qui cherchent à côté de lui. Au nord de l'endroit où Coronel s'est installé, un autre Californio a réussi à amasser suffisamment d'or pour payer ses 10 ouvriers et rentrer chez lui avec 14 000 $. Par la suite, Coronel verra un homme extraire plus de 23 kilos d'or en 8 jours. Un autre en ramassera suffisamment en quelques heures pour remplir son chapeau à ras-bord. Lorsqu'il annonça qu'il rentrait à son campement, je lui demandai la permission de fouiller à l'endroit où il se trouvait. Il accepta volontiers et en 2 heures de temps, je récoltai près de 500 grammes d'or. L'été 1848 a été l'été de tous les succès. Une époque bénie où les gens extrayaient pour 20 000 $ ou 75 000 $ d'or. Ce ne sont pas des chiffres gonflés, ce sont des faits véridiques. Et c'est cette prospérité qui a déclenché et entretenu la ruée vers la Californie en 1848. Un navire transportant de l'or californien atteint le port de Valparaiso au Chili en août 1848. La nouvelle de sa cargaison se répand comme une traînée de poudre. Au Chili, ça a provoqué une agitation monstre. Tout le monde voulait partir pour la Californie, pensant qu'on trouvait de l'or dans les rues. Parce que c'est ce que les marins racontaient. Ils disaient qu'on pouvait amasser une fortune en moins de 3 mois et revenir riche. Parmi les Chiliens prêts à s'exiler, on trouve un homme de 41 ans, Vicente Pérez Rosales.
Les pépites d'or enflammèrent les esprits des paisibles Chiliens et déclenchèrent une frénésie d'activité. Les marchands affrétèrent leurs navires. Ceux qui possédaient un peu de biens le vendirent pour payer le voyage. Ceux qui n'avaient rien payèrent la traversée en se faisant embaucher comme marins ou en signant un contrat de travail en échange du prix du billet pour l'Eldorado. Vicente Pérez Rosales appartenait à une famille très respectée et autrefois très riche. Mais c'était un peu la brebis galeuse de la famille. Le fait d'être un aventurier et un écrivain était assez mal vu à l'époque. Pérez Rosales faisait partie de l'élite. Mais sa famille avait connu des déconvenues financières. Donc, dans sa jeunesse, il avait exploré différentes pistes pour essayer de reconstituer la fortune familiale. On pourrait le qualifier d'intellectuel sous-employé. Il s'était essayé à toutes sortes d'activités. Il avait même été voleur de bétail. Mais il n'avait pas beaucoup de perspectives d'avenir. Donc la ruée vers l'or l'a obsédé. Pour ceux qui accordent foi à l'existence de cet or californien, les sots sont ceux qui ne se ruent pas sur place. Il réussit à persuader 3 de ses frères, l'un de ses beaux-frères, 3 ouvriers et 2 domestiques de se lancer avec lui dans l'aventure. Ils achètent leur place sur le premier navire qui les accepte comme passagers, un 3-mâts français qui doit prendre la mer en décembre 1848. Durant l'automne, Vicente Pérez Rosales et ses compagnons se préparent pour leur traversée vers le nord. Pendant ce temps, les navires de commerce répandent dans le monde entier la nouvelle de l'existence de cet or. Des milliers d'orpailleurs venus d'Oregon, de la province mexicaine de Sonora, d'Hawaï, de Chine et du Pérou sont déjà en route. Et des milliers d'autres ne tarderont pas à affluer vers les villes portuaires d'Australie, d'Europe et de Grande-Bretagne pour les rejoindre. La Californie est une terre inconnue et pleine de dangers. Cependant, les risques de vol, d'attaque, de maladie ou même de mort ne sont rien comparés à la promesse de trouver de l'or. Les Anglo-Américains sont convaincus que Dieu a donné à leur pays un destin unique et que la terre promise se trouve à l'ouest. Pour eux, tous les territoires situés entre l'Atlantique et le Pacifique doivent faire partie des États-Unis. La Californie est le dernier territoire à conquérir avant d'arriver à la côte ouest. Et le fait que la ruée vers l'or intervienne la même année a été interprété comme un signe de Dieu, un signe d'approbation divine de cette expansion des États-Unis à travers tout le continent. En août 1848, le convoi affrété par Sam Brannan arrive enfin à Saint-Louis, chargé des exemplaires de l'édition spéciale du California Star qui vante les richesses exceptionnelles de la Californie. Quelques jours plus tard, les journaux locaux s'emparent de la nouvelle. C'est à peu près à la même époque que les lettres expédiées par bateau de Californie commencent à être publiées dans la presse de Philadelphie et de New York. Un correspondant écrit « Vos rues grouillent de menus frettins, tandis que les nôtres sont pavées d'or ». Fin septembre 1848, tout l'Est des États-Unis ne parle plus que de l'or californien. On raconte qu'en lavant sa barbe, un mineur a récolté $16 d'or. On prétend aussi que la poussière d'or s'incruste dans les rideaux et qu'elle ressort quand on les lave. Ce genre d'histoire a d'abord suscité l'incrédulité. On racontait qu'on avait trouvé des pépites grosses comme des boules de billard ou comme des œufs. Est-ce que vous l'auriez cru? Bien sûr que non. C'était trop beau pour être vrai. Puis, début décembre, le président James Polk reçoit un paquet de Californie.
Il contient un rapport sur le district aurifère de la région et une boîte de conserve remplie de 7 kilos de pépites et de poussière d'or. Dans son allocution annuelle au Congrès, Polk officialise l'existence de l'or californien. Quant au contenu de la boîte de conserve, il est exposé au ministère de la Guerre. En confirmant les rumeurs, le président a transformé l'incrédulité qui prévalait par rapport à cet or en une certitude. Sa présence en grande quantité en Californie a été attestée par des membres du gouvernement. C'est là que les gens ont commencé à y croire. Et ça a été une sorte de révélation. Quand ils ont compris que c'était vrai, ils sont devenus hystériques. Ils ne tenaient plus en place. Il n'y avait plus que ça qui comptait. La presse monte la nouvelle en épingle et un journal va même jusqu'à annoncer qu'il faudrait 10 ans à 100 000 personnes pour venir à bout de l'or californien. Un autre raconte qu'un charpentier du Missouri a extrait en 6 mois plus d'or qu'une mule ne peut en transporter. Le Plymouth Rock écrit « Tout le monde devient riche. Depuis le commencement du monde, c'est la première fois qu'on fait une telle découverte. » Pendant ce temps, les commerçants mettent des annonces pour proposer leurs produits, qui vont des pioches au revolver, en passant par un curieux onguent baptisé la graisse d'or de Californie. On était censé s'en enduire le corps, monter au sommet d'une colline, rouler jusqu'en bas et l'or devait rester collé à vous. Ensuite, il suffisait de se laver pour devenir riche. La ruée vers l'or est le premier événement médiatisé à grande échelle que l'Amérique ait connu. Dans les années 1840, on assiste à l'émergence de la penny press, ces journaux populaires bon marché accessibles à tous les Américains. Et c'est cette presse qui fait ces gros titres sur la ruée vers l'or et qui décrit la Californie comme un pays de cocagne. Donc la plupart des gens qui se lancent dans l'aventure sont absolument persuadés qu'ils vont devenir riches. Un lecteur déclare « Ces nombres, écrits en gros, semblaient aussi réels et alléchants qu'une affiche de loterie. 2 000 $ assurés, 20 000 probables, 100 000 possibles. » C'était une décennie où les Américains étaient prêts à prendre tous les risques. C'était l'occasion pour toute une génération de jeunes gens de se mettre à leur compte. Et pour ceux qui avaient de l'ambition, de quitter la routine de leur ville natale. Durant l'hiver 1848-1849, ils sont des milliers dans les fermes, dans les tavernes, dans les villes et dans les villages des 30 États américains à discuter de où, quand et comment se rendre en Californie. Mais la perspective de cette richesse instantanée provoque aussi de vives inquiétudes. Dans tout le pays, les responsables politiques et religieux dénoncent cette soif de l'or qui s'est emparée de la population. Nombreux sont ceux qui pensent que la richesse n'est pas et ne devrait pas être une fin en soi. Surtout dans un pays comme les États-Unis, basé sur les valeurs de parcimonie, de travail et d'assiduité. L'or, en permettant de faire fortune facilement, risquait de pervertir toutes ces valeurs qui faisaient la spécificité des États-Unis. La ruée vers l'or est souvent qualifiée de fièvre de l'or, parce qu'elle a conduit des dizaines de milliers de personnes à faire des choses qu'elles n'auraient jamais faites en temps normal, à parcourir des milliers de kilomètres, à risquer leur vie et celle de leur famille, livrées à elles-mêmes. Donc, beaucoup comparaient ça à une maladie. Dans la ville industrielle de Troy, dans l'État de New York, Hiram Pierce, un forgeron de 38 ans, et sa femme Sarah pèsent le pour et le contre d'un départ pour la Californie. S'il part chercher de l'or,
Hiram Pierce devra abandonner son affaire florissante, ainsi que ses responsabilités de membre du conseil de l'église presbytérienne, de conseiller municipal et de chef des pompiers. Et Sarah devra s'occuper seule de leurs 7 enfants. Hiram Pierce était clairement quelqu'un de bien établi, un pilier de la communauté. Pas le genre d'homme qu'on imagine partant chercher de l'or. Pourtant, il n'envisageait pas sereinement son avenir de forgeron. Et avec 7 enfants, il était sûrement soumis à une forte pression. Il voulait sans doute offrir plus à sa famille. Les États-Unis étaient en train de passer d'une société de travailleurs indépendants à une société de travailleurs salariés, pour qui les perspectives d'avenir étaient assez moroses. La ruée vers l'or leur donnait une chance de repartir à zéro. Mais avant le grand départ, il reste de nombreuses questions à régler. Où trouver l'argent pour le voyage? Comment faire pour que la ferme ou l'affaire familiale ne périclite pas? Et combien de temps exactement durera cette absence? La ruée vers l'or a donné lieu à de multiples négociations. Les gens ont dit « Je pars, mais pour une durée limitée, et j'enverrai de l'argent. Si je ne réussis pas en tant de mois, je rentre. » Les Pierce décident finalement de tenter l'aventure. À l'aube, le 6 mars 1849, Hiram dit au revoir à sa femme et à ses enfants et prend le train pour New York. De là, il embarquera sur un bateau pour la Californie. Sarah Pierce et toutes les femmes dans sa situation ont sans doute vécu ce départ comme un tournant dans l'histoire familiale. C'est la première fois que ce cas de figure se présentait et elle ne savait pas comment gérer l'absence du pivot de la famille pour une durée aussi longue et une destination aussi lointaine. Ça a dû être très dur. Lorsque je pense à toutes les responsabilités qui m'incombent, mon cœur se serre d'effroi. Ton départ m'a laissé si démunie que je suis restée plus d'une fois interdite, ne sachant que faire. J'ai l'impression de vivre un mauvais rêve. Durant le printemps et l'été 1849, ils sont nombreux à quitter leur foyer. Ces boulangers, tailleurs, charpentiers ou fermiers se baptisent désormais les 49ers, en référence à l'année 1849, censée transformer leur existence. Sur le quai de New York, l'un de ces futurs orpailleurs jette sa dernière pièce d'or de 5 $ en criant « Là où je vais, il y en a plein d'autres ». Les 49ers avaient le sentiment de s'embarquer pour la grande aventure. Un peu à l'image de Jason et des Argonautes, partis chercher la toison d'or. Ils étaient convaincus de participer à un événement historique de la plus haute importance. L'un d'eux écrit à ses parents « Nous partons, mais vous pourrez me retrouver dans les livres d'histoire. » De nombreux 49ers se regroupent et fondent des sociétés par action, comme la Perseverance Mining Company, la Old Harvard Company ou les Wolverine Rangers. La mise en commun de leurs ressources leur permet d'acheter des provisions pour leur long voyage vers la Californie. Ceux qui ont de quoi s'offrir la traversée prennent le bateau pour longer les côtes d'Amérique du Sud. Un périple de 5, 6, voire 8 mois. D'autres, comme Hiram Pierce, prennent ce que l'on appelle alors le raccourci. Un navire jusqu'au Panama, puis l'éprouvante traversée à pied ou à dos de mule de l'isthme infesté par le paludisme, et enfin un bateau à vapeur jusqu'à San Francisco, la dernière étape
avant le district aurifère. La plupart des 49ers choisissent cependant la troisième possibilité, la moins onéreuse, mais la plus éprouvante et la plus dangereuse, la traversée du pays par les terres. Parmi eux, une femme de 30 ans, Luzena Wilson, qui décide de suivre son mari, saisi par la soif de l'or. Il n'est pas un seul endroit où je ne puisse l'accompagner, ni où je ne puisse emmener mes 2 enfants. Le voyage pour la Californie me semble une simple formalité, puisqu'une fois là-bas, la fortune nous sourira. Luzena Wilson est une femme de caractère, une pionnière qui n'a peur de rien. Les femmes plus timorées restaient chez elles, car le voyage était très risqué. Par une belle matinée de printemps, les Wilson abandonnent leur modeste maison en bois dans le Missouri pour rejoindre la longue caravane de ceux qui vont vers la Californie. Devant nous, aussi loin que porte le regard, le nuage de poussière soulevé par les chariots. Et derrière nous, leur sillage, pareil à un immense serpent, s'étend jusqu'aux portes du monde civilisé. Les Wilson et des milliers d'autres partent vers l'ouest, à travers des déserts brûlants et des montagnes interminables. Leurs chariots bâchés tirés par des bœufs progressent à 3 km à l'heure. Aucun de ceux qui ont pris la route en 1849 ne savent ce qui les attend. Ils ne sont sûrs que d'une chose. Il leur faudra plusieurs mois pour atteindre la Californie et autant pour en revenir. Lorsque, dans ma solitude, je rêve de mon foyer, je vois ma femme et mes enfants chéris, et cela me comble de bonheur. À mon réveil, je me repais de leurs souvenirs, même si l'idée que nous soyons séparés par plusieurs milliers de kilomètres m'est pénible. Si je les savais heureux et en bonne santé, cela m'ôterait d'un poids. Le 18 février 1849, après 51 jours de mer, le Chilien Vicente Pérez Rosales, ses frères et ses compagnons arrivent à San Francisco. À peine leur navire a-t-il jeté l'ancre que l'un de leurs compatriotes monte à bord. Il nous annonça que ce que l'on racontait au Chili n'était que l'ombre de la réalité. Que le moindre paysan dilapidait son or comme Crésus, puisque pour obtenir le précieux métal, il suffisait de se baisser pour le ramasser. Les hommes se mettent immédiatement en route vers l'est, en direction des montagnes, pour voir par eux-mêmes ce qu'il en est. Lorsqu'ils arrivent, des centaines de chercheurs d'or sont déjà sur place. Partout, des hommes accroupis dans l'eau glacée remuent du sable dans des paniers ou des bâtés pour récupérer des pépites d'or de la taille de noisettes, selon les dires de Vicente Pérez Rosales. Durant les 3 premiers jours, la récolte fut maigre. Mais nous eûmes tôt fait de nous habituer au berceau californien. Un dispositif simple et ingénieux présentant tous les avantages d'une écumoire pour passer de grandes quantités de sable. Ce système permet de bercer tendrement l'or pour qu'il advienne à nos yeux. Notre moisson quotidienne varie entre 300 et 700 grammes d'or. Mais dans un district d'orpaillage de plus en plus bondé, des dissensions commencent à apparaître. Plusieurs milliers d'Américains venus d'Oregon ont décidé d'expulser tous les étrangers de la zone. Antonio Franco Coronel, qui est rentré chez lui durant l'hiver, revient sur place en mars pour reprendre l'orpaillage. Mais les choses ont bien changé.
Dans les campements, les hommes se regroupent désormais par nationalité. Puis un dimanche, des avis furent placardés, ordonnant à tous ceux qui n'étaient pas citoyens américains de quitter le district sous 24 heures. Ceux qui ne s'exécuteraient pas seraient expulsés manu militari. Un groupe d'hommes armés était prêt à faire appliquer cette décision. C'est la première fois qu'il est confronté à de la xénophobie. Ce sentiment est né courant mars. Il s'est développé rapidement et en avril, des orpailleurs hispanophones ont été expulsés de leurs parcelles. Les Blancs n'avaient pas l'habitude que des gens de couleur soient leurs égaux. Et quand ils ont dû les côtoyer et travailler au même endroit qu'eux, ça a déclenché leur colère. Ils estimaient avoir des privilèges et des droits que les autres n'avaient pas. À leurs yeux, ce territoire nouvellement annexé est uniquement pour les Américains. Donc ils décrètent que les Chiliens, les Mexicains et même les Californios qui sont nés dans la région sont des étrangers et qu'ils doivent partir. Ce n'est pas votre terre. Vous n'avez pas le droit d'y chercher de l'or. Donc soit vous partez de votre plein gré, soit on vous chasse ou on vous pend. Le filon exploité par Coronel et ses compagnons étant particulièrement riche, il se retrouve un jour face à une centaine d'Anglo-Américains armés de revolvers et de couteaux. Le chef de la bande s'adressa à moi et me fit comprendre que cette parcelle lui appartenait. Courroucé, je lui répondis vertement, mais par chance, il ne me comprit pas. Immédiatement, je pris conscience que cet or ne valait pas que je risque ma vie de la sorte. Pour moi, ce fut la fin de l'orpaillage. Les Anglo-Américains ne tardent pas à mettre leurs menaces à exécution. Mais de nombreux chercheurs d'or étrangers comme Vicente Pérez Rosales et ses frères refusent de se laisser intimider. Les Américains n'apprécient guère l'audace des Chiliens. De leur côté, les Chiliens exècrent les Américains qu'ils considèrent comme des lâches. Pérez Rosales faisait partie de l'élite et en arrivant en Californie, il a découvert un racisme anti-chilien qui ne tenait aucun compte de ses origines sociales et économiques. Ça a dû être assez difficile pour un homme comme lui, habitué à être en haut de l'échelle sociale. Alors qu'il s'est rendu seul à San Francisco pour y chercher du courrier de sa famille, Vicente Pérez Rosales apprend que des Chiliens ont été attaqués près de l'endroit que ses frères et lui exploitent. Il se rend immédiatement sur place. Quelques jours plus tard, il retrouve ses frères à Sacramento sains et saufs, mais dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Le soir même, nous nous réunîmes pour décider de la marche à suivre. Aucun d'entre nous ne souhaitait rentrer au Chili. Au contraire, nous étions tous résolus à nous battre pour faire tourner le vent en notre faveur. Vicente Pérez Rosales abandonne l'orpaillage, mais pas ses rêves de faire fortune en Californie. Durant l'été 1849, ce sont 4000 chercheurs d'or qui arrivent à San Francisco chaque mois. Parmi eux, Alfred Doughton, 20 ans, qui est arrivé par bateau de Plymouth dans le Massachusetts. Voici ce qu'il écrit à son père alors qu'il n'a pas encore quitté le port. Ce sont entre 200 et 300 navires qui sont ici au mouillage, sans parler de ceux qui ont jeté l'ancre au large.
Après dîner, nous descendîmes à terre. Nous parcourûmes la ville de long en large pour découvrir toutes ses richesses et nous vîmes beaucoup d'or. Alfred Doten était le fils d'un capitaine de marine, mais il n'avait pas l'impression de suivre les traces de son père. À 20 ans, alors qu'il n'a encore rien fait de sa vie, il intègre la Pilgrim Mining Company, dont son père est le principal actionnaire. On a un peu l'impression que Doten père a quasiment forcé son fils à partir en Californie pour faire ses preuves. Doten Senior, lui-même descendant de pères pèlerins puritains, a élevé son fils dans le refus des tentations matérielles. Mais aucune instruction morale, si stricte soit-elle, ne pouvait préparer le jeune Alfred à ce qu'il allait découvrir à San Francisco. Les femmes sont peu nombreuses ici, mais les alcools bon marché coulent à flot. Quasiment toutes les maisons font office de tripot, et les jeux d'argent sont un passe-temps courant. Des fortunes sont gagnées et perdues en quelques minutes, comme ces 36 000 $ misés sur une seule carte et aussitôt perdus. Ici, l'argent n'est rien. Au départ, il n'y avait que des hommes à San Francisco. Ils criaient, buvaient, pariaient. Ce n'était que ça. C'est une ville de débauche, de musique, de miroirs. Une ville où les femmes s'asseyent dans les bars à peine couvertes. Vous imaginez l'excitation d'un jeune fermier de l'Illinois qui s'assied avec une de ses femmes pour prendre un verre, fumer une cigarette ou un cigare, boire du champagne en se disant qu'ensuite elle montera peut-être dans une chambre avec lui. C'est un monde qui n'existe pas dans l'Indiana ni dans le Maryland. Pourtant, un an plus tôt, San Francisco était un paisible petit village de 800 âmes. Désormais, c'est une métropole, s'extasie un journaliste. La ville semble avoir connu en un jour un demi-siècle de croissance. On ne construit pas assez vite, si bien que la moitié des maisons sont des tentes. La terre est ici plus chère qu'à Boston ou que dans toute autre ville. Le moindre petit emplacement pour y planter sa tente se loue 150 $ le mois. L'or, extrait des cours d'eau de la Sierra Nevada, se retrouve dans les poches des tenancières de maisons closes, des préposés aux courriers, des commerçants, des propriétaires de saloons et des cuisiniers. Les affaires sont tellement florissantes que le commerçant Sam Brannan envisage la construction de plusieurs hôtels, d'une rangée d'entrepôts et d'un immense quai de déchargement pour les navires qui se pressent le long des côtes boueuses. Dès le début, la Californie est un lieu de consommation, parce qu'on y trouve des dizaines de milliers d'hommes pleins aux as qui ont besoin de tout. De bottes, de pelles, de pioches, de tables de billard, de lustres, de miroirs, de whisky. Des litres de whisky, de champagne, de vin et de bière. Et il fallait faire venir tout ça à San Francisco. En 2 ans, autant dire du jour au lendemain, la ville est devenue un port comparable à celui de Baltimore ou de Philadelphie. Lorsqu'Hiram Pierce arrive à San Francisco en juillet 1849, le monde entier semble s'être donné rendez-vous sur place. Les rues grouillent d'individus de toutes origines, comme il n'en a jamais vu dans sa ville de Troy. À peine débarqué, je fus confronté à un spectacle à vous donner le tournis, sans même avoir à débourser un cent. Promeneurs et ouvriers, dans leur étrange tenue, composent un tableau singulier et bigarré, qui n'est pas sans rappeler les foules disparates que prêcha l'apôtre Pierre. Découvrir les rues de San Francisco en 1849, c'était une expérience d'une rare intensité. Il y avait une sorte de frénésie, le sentiment d'un nouveau départ, un grand optimisme, mais aussi des craintes quant aux risques rencontrés.
Quasiment tous ceux qui arrivent dans la ville en 1849 s'accordent à dire qu'elle est unique. Mais ils n'ont qu'une envie, la quitter pour aller chercher de l'or. Ce matin, je suis rempli d'espoir et d'enthousiasme. Je pressens que je vais mettre au jour plusieurs filons durant cet été. Hiram Pierce a quitté sa famille et sa forge depuis 5 mois, lorsqu'il arrive enfin dans le district d'orpaillage. Il installe son campement à Mormon Island, non loin de l'endroit où les premières pépites ont été découvertes, et se met immédiatement au travail. En prospectant, je m'aperçus que chaque pierre et chaque centimètre carré de sol avait déjà été retourné. De nouveaux arrivants vont et viennent constamment. Ils tentent leur chance sur tous les sites et se déplacent au gré des découvertes. En arrivant en Californie, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été précédés par des milliers d'autres orpailleurs. Que ce soit sur les rives du fleuve Mokelumne, de la rivière Feather, Yuba ou Cosumnes, chaque recoin était occupé. Durant l'été 1849, ce sont quelques 90 000 chercheurs d'or qui se ruent en Californie et les 3/4 sont américains. Parmi eux, des Blancs originaires du nord ou du sud du pays, des esclaves, des Noirs affranchis. Le reste vient des 4 coins du globe, écrit un Américain. La Californie abrite désormais la plus forte concentration d'immigrants de tous les États-Unis. Plus de la moitié de cette population a entre 20 et 30 ans, et elle est à 90% masculine. Ces hommes montent leurs tentes ou leurs cabanes partout où de l'or a été découvert, donnant ainsi naissance à une multitude de campements improvisés aux noms évocateurs. La plaine des crétins, le canyon des pans de chemise, le bar des assassins, la cuvette des tirs au flanc, l'arrache-œil. Je me levais de bonne heure et marchais jusqu'au site. La récolte fut maigre. Chacun repartit avec moins de 30 grammes d'or. Et la tâche est éreintante. Dès son arrivée, Hiram découvre, comme la plupart des 49ers, que l'orpaillage est une activité extrêmement physique. Il s'était imaginé qu'ils auraient simplement à se baisser pour ramasser l'or. Mais il se retrouve à devoir retourner des zones entières. Le terrain est très rocailleux. Vous enlevez une pierre, mais il y en a d'autres en dessous, donc c'est très décourageant. Vous avez les doigts en sang, les ongles qui tombent. Le travail à la main est un calvaire. Pour obtenir 20 $ par personne, ce qui était un salaire correct, un groupe de 4 chercheurs d'or devait laver 800 seaux de terre par jour. Si vous divisez ça par 10 heures de travail, ça fait 80 seaux à laver à l'heure. Donc c'est un travail très pénible et très physique sur la durée. Qui plus est, tout est extrêmement cher dans la région. Un œuf coûte 1 $, une livre de thé 5 $, et une pelle d'occasion plus de 8 $. Dans son magasin de Sacramento, Sam Brannan gagne désormais 150 000 $ par mois. De son côté, Hiram Pierce a du mal à couvrir ses dépenses quotidiennes. Ma chère et distante femme, cet or n'est pas réparti également dans toute la région. Certains ramassent 100, 200 ou même 500 $ d'or par jour. Mais 15 grammes, soit 8 $ est la quantité moyenne quotidienne. Tu comprends maintenant à quel point la réalité a été déformée. Les découvertes faramineuses de l'été et de l'automne 1848 étaient derrière eux.
Ces histoires de chercheurs d'or qui extrayaient 2 ou 3 000 $ en une semaine étaient vraies, mais elles n'étaient plus d'actualité désormais. Pourtant, ces histoires de fortune découvertes ont alimenté pendant des années les espoirs de milliers d'orpailleurs et les ont poussés à se déplacer pour exploiter d'autres zones. Elles ont aussi continué à attirer des Américains de l'Est du pays. 6 jours sur 7, les chercheurs d'or creusent et lavent inlassablement. Puis vient le dimanche. Les orpailleurs ne travaillaient pas le dimanche. Et comme ils n'avaient rien d'autre à faire, ils allaient dans les tripots et les bordels pour se défouler. Pour des jeunes gens qui ont jusque-là passé leur dimanche sur les bancs de l'église, le jour de repos en Californie est une véritable révélation. Même Alfred Doughton, le descendant de puritains, ne tarde pas à céder à la tentation. Dimanche, 20 février. Nous allâmes chez Steve, afin de lui prouver, ainsi qu'à tous les autres Italiens présents, que nous savions nous amuser si l'envie nous en prenait. La gueuse de Steve jouait de l'orgue de Barbarie et nous dansâmes au son de la musique. Bill était assis à côté d'elle et lui caressait le genou, tandis que Young exécutait sous la table une danse écossaise sur le dos et les pieds en l'air. C'est la sauterie la plus agréable à laquelle il m'ait été donné de prendre part. Ils découvraient la liberté. Ils avaient le sentiment de pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient puisque personne ne regardait. C'était l'occasion de se faire plaisir, de se lâcher. C'était très tentant pour un jeune homme. C'est comme si une fois le désert traversé, le Cap Horn passé ou l'isthme de Panama franchi, ils arrivaient dans une zone où les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Les gens disaient, on fait en Californie des choses qu'on ne ferait nulle part ailleurs. Toutes les institutions qui ont généralement des attentes vis-à-vis de la population, comme l'école, l'église, les organisations politiques, n'existaient pas en Californie. Pour maintenir un semblant d'ordre, les chercheurs d'or créent alors leur propre loi tacite. Et comme l'explique Alfred Doughton dans une lettre envoyée à sa famille, la justice californienne est particulièrement sévère. Ici, c'est la loi de Lynch qui prévaut. 2 hommes furent pendus pour avoir volé 200 $, et un petit garçon eut les 2 oreilles coupées pour avoir dérobé 1400 $. Un homme fut condamné à mort pour un crime sur un site d'orpaillage. Les pendaisons étaient courantes. Ce n'est pas le genre de choses qu'on aurait vu en Nouvelle-Angleterre. Mais en Californie, on a l'impression que les gens avaient franchi un certain nombre de limites. Et quand une population a comme unique but la recherche de l'enrichissement, il y a un risque que les pires instincts des individus ressortent. Les chercheurs d'or n'ont que faire de l'ordre ou des institutions publiques qu'on trouve à l'Est qui s'inscrivent dans la durée, dans l'avenir. Parce que l'avenir d'un chercheur d'or, c'est de quitter la Californie. Il peut être tenté de rester, mais il pense toujours à rentrer chez lui. Le 13 novembre 1849, tandis qu'une pluie ininterrompue s'abat sur la Sierra Nevada, la Californie connaît ses premières élections législatives. Depuis des mois, la demande d'une autorité civile se fait de plus en plus pressante. Mais à Washington, le Congrès est trop occupé par la question de l'esclavage dans les territoires nouvellement annexés
pour légiférer sur un gouvernement local en Californie. Lassés d'attendre, 48 Californiens se réunissent à l'hôtel de ville de Monterey en septembre 1949 pour proclamer leur propre constitution. Bien que les électeurs n'aient été qu'au nombre de 12 000, la constitution est votée. Sans attendre l'aval de Washington, la Californie se déclare alors le 31e État du pays. Le 1er janvier 1850, l'un des sénateurs californiens récemment élus prend le bateau pour se rendre à Washington afin de demander l'intégration immédiate du nouvel État dans l'Union. Cette course à la ratification de l'État de Californie suggère que dès le départ, certains habitants pensaient à l'après-ruée vers l'or et envisageaient la Californie comme un grand État souverain ouvert sur le Pacifique. L'or a fait connaître la Californie au niveau national et mondial. Il a attiré des dizaines de milliers de personnes dans une région où elles ne seraient jamais venues sans cela, et a donné naissance à une communauté parmi les plus cosmopolites que le monde ait connues jusque-là. Le tout au cours d'une seule année des plus chaotiques. Aussi, début 1850, beaucoup se demandent comment cet or va façonner l'avenir. La ruée vers l'or tourna court pour nous. En dépit de nos efforts répétés, nous perdîmes notre temps. Et le temps est un capital bien plus précieux que tous nos profits. Notre société de chercheurs d'or décida de rester soudée. Mais pour combien de temps encore? Car l'or tourne la tête des plus avisés. Voilà 10 mois que j'ai quitté notre foyer et je n'ai pas mis de côté un seul dollar. Le Seigneur semble avoir ouvert devant moi une voie totalement inattendue pour m'éprouver. Comme j'aimerais que tu fusses à mes côtés. Je m'efforce d'être patiente, mais le temps me semble bien long. Comment le supporter? Reviens-moi vite. Comment les milliers de familles séparées par la perspective d'une richesse instantanée ont-elles supporté cette épreuve? La Californie pourra-t-elle donner leur chance à tous les chercheurs d'or? Ou est-ce que la concurrence et l'appât du gain sèmeront la violence dans le district aurifère? Et est-ce qu'une région de passage comme la Californie, uniquement destinée à s'enrichir avant d'être quittée, pourra devenir un État comme les autres? Dans les jours et les mois qui suivront, la ruée vers l'or va engendrer un nouveau type de société sur la côte pacifique. Et ce processus va radicalement transformer la Californie et l'Amérique tout entière. Par une matinée de mars 1850, Luzena Wilson et sa famille arrivent au sommet d'une colline et embrassent enfin du regard la ville de Nevada City, en Californie. De grands gaillards musculeux manient la pelle et la pioche, tandis que d'autres, dans l'eau glacée jusqu'aux genoux, lavent de la terre à la recherche d'or. Chacun paraît si absorbé par sa tâche qu'il prend tout juste le temps de respirer. Dans la rue principale, Luzena Wilson remarque une baraque de fortune baptisée Womack's Hotel, qui sert des repas à $1. Son toit est une simple toile tendue, mais toutes les tables sont occupées par des chercheurs d'or. Il ne fait aucun doute que Monsieur Womack, l'heureux propriétaire de cet établissement, ramasse l'argent à la pelle. Luzena se dit alors qu'elle devrait elle aussi se lancer dans la restauration, car un orpailleur vient juste de lui proposer $5 pour l'un de ses biscuits. C'est l'équivalent d'une semaine de travail dans le Missouri.
Elle est stupéfaite et ne sait pas quoi lui répondre. Il prend son silence pour un refus et double son offre. 10 $. À Nevada City, Luzena Wilson vient de trouver son propre filon. Je coupais moi-même des morceaux de bois que j'enfonçais dans le sol afin de dresser ma table. J'achetais des provisions dans une épicerie voisine et lorsque mon époux revint à la nuit tombée, il trouva 20 chercheurs d'or en train de manger à ma table. En partant, chacun me donna $1 et me dit que je pouvais le compter parmi mes clients réguliers. Je baptisais mon établissement Eldorado. Tout est rare dans le district aurifère. Les bottes, les couvertures, les marteaux, les clous, le bacon, le sel et le beurre. Mais il y a plus rare encore. Les femmes. Un soir, à Nevada City, les Wilson se rendent à un bal où les hommes sont 10 fois plus nombreux que les femmes. La soirée eut lieu, nonobstant le nombre de femmes. Certains hommes attachèrent un mouchoir à leurs bras et jouèrent avec désinvolture le rôle de reine du bal. Dans les années 1850, la Californie est l'endroit le plus bizarre de toute l'Amérique du Nord. On y trouve 90% d'hommes, et tous les rôles habituellement tenus par des femmes sont vacants. Dans ces années-là, les femmes sont très demandées en Californie. La plupart d'entre elles travaillent dans les bals ou dans le commerce du sexe. Et les hommes, notamment les Anglo-Américains qui sont loin de leurs femmes, sont prêts à payer très cher pour jouer aux cartes à la table d'une Française ou pour danser avec une Mexicaine ou une Chilienne dans un bal. Ils déboursaient des fortunes pour boire un verre à côté d'une belle femme. Ils payaient parfois juste pour les entendre parler ou chanter, pas forcément pour coucher avec elles. Ça leur rappelait leur foyer. Et c'est très touchant, ce besoin de beauté, de douceur et de décence, dans un endroit aussi rude. Ça en dit long sur l'âme humaine. Les femmes qui avaient des talents domestiques pouvaient gagner de l'argent en cousant, en repassant, en cuisinant, en faisant la lessive ou en offrant un lit à un pauvre bougre qui n'avait qu'une tente. Celle qui avait une cabane pouvait la transformer en pension de famille et accueillir un hôte pour se faire de l'argent. La Californie offrait aux femmes des opportunités qu'elles n'avaient pas ailleurs. En Angleterre ou au Chili, les femmes qui travaillaient devaient donner leur salaire à leur mari ou à leurs frères. Elles ne possédaient rien. Donc cette liberté qu'offrait la Californie était très tentante. Moi, j'y serais allée. Les affaires de Luzena Wilson sont tellement florissantes que son mari décide d'abandonner leur paillage pour l'aider à tenir Eldorado. 6 mois plus tard, ils investissent $10 000 dans un hôtel et un magasin adjacent, dont le stock vaut à lui seul $10 000. Ce fut une époque faste. Je m'offris le luxe d'engager un cuisinier et des serveurs. Je cessais alors de m'occuper des cuisines pour ne conserver que mon rôle d'hôtesse. Durant la ruée vers l'or, beaucoup d'Américains qui étaient sans doute jusque-là des citoyens droits et honnêtes sont arrivés en Californie avec comme unique but le désir de s'enrichir rapidement. Et la frustration de ne pas avoir réussi leur a fait chercher des responsables. Quelle est la raison de mon échec? Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Dès que les premiers chercheurs d'or américains sont arrivés en Californie, ils ont essayé de chasser les étrangers du district d'orpaillage. Mais à peine en avait-il expulsé un, qu'un autre arrivait pour tenter sa chance. En 1850,
on compte plus de 80 000 chercheurs d'or anglo-américains en Californie. La concurrence est féroce et la xénophobie va en s'accentuant. Quand on travaille de plus en plus pour récolter de moins en moins d'or, on a tout intérêt à exclure le maximum de gens de la zone d'orpaillage. Et le meilleur critère d'exclusion pour les Américains, c'est la race et la nationalité. Ils considèrent la Californie comme leur terre et se comportent de façon de plus en plus raciste à l'égard des non-blancs qu'ils traitent comme des inférieurs. Au tout début de la ruée vers l'or, les chercheurs d'or les plus efficaces venaient souvent d'Amérique du Sud, où l'orpaillage était très répandu. Donc les Anglo-Américains, frustrés de leur échec, ont reporté toute leur haine sur les chercheurs d'or latino-américains. Au printemps 1850, des chercheurs d'or anglo-américains réussissent à convaincre les représentants politiques fraîchement élus de faire voter une taxe, la Foreign Miners Tax, dont tous les orpailleurs non américains doivent s'acquitter. Dans la pratique, ce sont essentiellement les chercheurs d'or hispanophones qui sont contraints de la payer. C'était une taxe prohibitive qui n'était pas destinée à rapporter de l'argent, mais à empêcher les Mexicains et les autres latino-américains de faire de l'orpaillage en Californie. Et ça a eu des conséquences désastreuses. Dans l'année qui a suivi la mise en application de cette taxe, on estime que 10 000 chercheurs d'or mexicains ont quitté la Californie. Un Américain écrit: « Les 3/4 des Mexicains qui étaient là un mois plus tôt sont partis avec une très mauvaise opinion de Los Yankees. » D'autres vont prendre le maquis et se mettre à piller les campements, volant tout ce qu'ils trouvent et tuant ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Cette hausse de la violence était sans doute en partie le fait de Mexicains. Mais c'en est arrivé à un point où la moindre exaction commise était automatiquement attribuée aux chercheurs d'or mexicains. Dans ce climat délétère, les journaux du district d'orpaillage commencent à attribuer les violences à un seul et même homme: Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta était le symbole de tous les bandits, l'incarnation du crime. Pourtant, il n'y a aucune preuve de son existence. Il y avait sans doute plusieurs Joaquín, plusieurs bandes armées. Il arrivait qu'un crime soit commis à Los Angeles le matin, un autre à Sacramento l'après-midi, et les deux étaient attribués à Joaquín Murrieta. Comment aurait-il pu se rendre de Los Angeles à Sacramento en 3 heures? Je ne sais pas, mais c'est ce qui se disait. Le spectre de Murrieta provoque une telle paranoïa dans la population anglo-américaine locale que les autorités de l'État dépêchent un groupe de rangers pour le traquer. Désireux d'empocher la récompense de 1 000 $, les rangers tuent un homme, lui coupent la tête et la conservent dans une jarre à whisky remplie de vinaigre. La tête sera ensuite exposée dans tout le district aurifère. La mort de Murrieta marque un tournant significatif. Désormais, la violence sera essentiellement perpétrée par les Américains et les Mexicains seront de moins en moins en mesure d'y résister. Les violences interraciales vont se poursuivre tout au long des années 1850. Lundi 25 février 1850. Je travaillais dur toute la journée, mais ne récoltais rien. Ma jambe et mon dos me font cruellement souffrir.
Voilà plus d'un an qu'Hiram Pierce a quitté sa famille pour venir en Californie. Durant tout ce temps, il a vécu dans une cabane en rondin qu'il a lui-même construite. Il a dormi toutes les nuits sur un matelas d'aiguilles de pin, a souffert du froid, du scorbut et de multiples douleurs. Tout cela dans le vain espoir de devenir riche. Vendredi 1er mars. Mon dos et mes jambes me font toujours souffrir. Et je redoute le pire pour l'avenir. Mais je récoltais $8 d'or. Jeudi 21 mars. Je prospectais et creusais à un nouvel endroit, mais sans succès. La ruée vers l'or offrait l'occasion d'être indépendant. Les orpailleurs américains étaient convaincus que tous ceux qui travaillaient dur avaient les mêmes chances d'être récompensés de leurs efforts. Malheureusement, l'or est à certains endroits et pas à d'autres. Donc, à 20 mètres de distance, certains orpailleurs vont trouver de l'or et d'autres pas, en travaillant tout aussi dur. Certains vont devenir riches et d'autres pas. Donc, ce n'est pas qu'une question de travail, c'est aussi une question de chance. Hiram Pierce a tout misé sur l'or. Il a trimé du matin au soir, jour après jour. Mais au fil de ses lettres à sa femme Sarah, on le voit accepter son échec. Je suis au regret de t'annoncer que je n'ai pu constituer aucun pécule et suis navré de ne pouvoir améliorer ta situation de façon plus satisfaisante. Sarah comptait vraiment sur cet or pour subvenir aux besoins de plus en plus pressants de sa famille. Donc, quand elle apprend qu'Hiram ne pourra pas lui envoyer d'argent, elle est terriblement déçue. Mais on s'aperçoit qu'elle s'adapte immédiatement à cette nouvelle réalité. Sarah doit donc se débrouiller seule. Elle emprunte de l'argent à sa famille, prend des crédits au nom d'Hiram et loue son échoppe de forgeron. À me voir, tu me penserais devenue une vraie maîtresse femme. Tu adorerais me voir à l'œuvre. Je me débrouille du mieux que je peux. Je plantais 9 arbres fruitiers, réparais moi-même la grille du four et déplaçais seul le poêle. Comme tu peux le constater, je suis fort occupée. Au fur et à mesure que l'absence de son mari se prolonge, on voit Sarah prendre de plus en plus confiance en elle. Les femmes n'étaient pas censées prendre part à la vie publique locale. Mais c'est une énorme source de fierté pour elle d'avoir réussi à reprendre les activités d'Hiram en plus des siennes. Mais lorsqu'Hiram décide de passer une deuxième année en Californie, Sarah commence à s'impatienter. Mon cher époux, si tu es disposé à revenir, je m'accommoderai d'une vie des plus frugales. Ta présence vaut tout l'or du monde. Et je ne suis pas prête à revivre les angoisses de l'année écoulée. J'ai encore plus hâte de rentrer que toi de me revoir. Il y a peu, un homme a ramassé une pépite de $100 près de ma cabane. La fortune sourit donc à certains. Même si je ne suis pas aussi en veine qu'eux, je veux au moins me donner une nouvelle chance. Plus le travail se fait difficile et l'or rare, plus les hommes se disent qu'ils vont devoir rester longtemps en Californie. Ils ont l'impression de participer à une sorte de loterie. Quelles que soient les chances de gagner, du moment qu'ils ont un billet, ils peuvent décrocher le gros lot. Mais ceux qui ne creusent pas n'ont pas de billet. On peut essayer et échouer 10 fois de suite, 20 fois de suite.
Mais du moment qu'on essaie, il se peut qu'un jour on fasse fortune, et ça effacerait tous les échecs du passé. On est très loin de la vision de l'échec que les gens ont dans l'Est du pays. Là-bas, l'échec professionnel est quasiment synonyme d'échec moral. Mais en Californie, le succès n'a rien à voir avec une quelconque valeur morale. Aux abois, Hiram Pierce décide de renoncer à la parcelle qu'il exploite pour se joindre à un groupe de chercheurs d'or qui part vers le nord, dans un canyon où coule la rivière Merced. La zone est essentiellement peuplée de grizzlies et de serpents à sonnettes. Mais le but est d'essayer une nouvelle technique d'orpaillage à grande échelle. Au lieu de travailler sur les rives ou dans les cours d'eau, ils ont creusé un chenal de 5 à 6 mètres de large, et lorsque la rivière était à son plus bas niveau, ils ont construit un barrage pour détourner l'eau vers le chenal. Ils pouvaient ainsi accéder directement au lit de la rivière pour ramasser l'or. Tous les ans, ils détournaient une nouvelle rivière, avec à chaque fois l'espoir de découvrir une fortune. Et certains ont effectivement découvert des fortunes. Si auparavant la récolte d'or était quotidienne, elle est maintenant concentrée sur la période où la rivière peut être détournée pour fouiller son lit. Les enjeux sont donc plus importants, mais les risques d'échec aussi. Hiram Pierce a investi son dernier dollar dans l'aventure. Désormais, il ne lui reste plus qu'à prier pour que le résultat soit au rendez-vous. Au début des années 1850, la ruée vers l'or s'étend jusque dans l'intérieur de la Californie. Les chercheurs d'or empiètent donc allègrement sur des terres habitées depuis des siècles par les Indiens Yokut, Maidu, Modoc, Miwok, Misenan et Pit. La Californie est la région qui abrite la plus grande diversité de tribus indiennes. Elles vivent dans des villages peu peuplés et disséminés dans toute la Californie. Chaque montagne, chaque rivière, chaque vallée a un nom. Comme la région est riche en ressources, ces tribus ne manquent de rien. Les contreforts de la Sierra Nevada étant désormais envahis de chercheurs d'or, les Indiens se retrouvent à devoir lutter pour leur survie. Les chercheurs d'or sont arrivés sur des terres où les Indiens chassaient et pêchaient. Mais l'orpaillage a tué les poissons et fait fuir le gibier. Donc les Indiens ont répliqué en prenant le bétail des Blancs, qui ont eux-mêmes répliqué en tuant des Indiens. Et très vite, il y a eu une escalade de la violence. Quand des Indiens affamés voient du bétail à proximité, ils vont aller le tuer pour se nourrir. Mais quand quelqu'un tue votre bétail, vous voulez punir ceux qui ont fait ça, quels qu'ils soient. Donc, ils allaient tuer tous les Indiens du premier village qu'ils rencontraient, en se disant « De toute façon, ils sont tous pareils », alors qu'ils n'y étaient pour rien. Pour tenter de mettre cette population indienne sous contrôle, les législateurs californiens votent un texte baptisé « Loi pour la gouvernance et la protection des Indiens ». Le nom de cette loi semble très anodin, mais elle a eu des effets extrêmement pernicieux. Selon cette loi, tout blanc qui voyait des Indiens oisifs ou sans emploi régulier pouvait les signaler comme vagabonds auprès d'un juge de paix. Ce dernier les faisait alors arrêter et les vendait lors d'enchères publiques. La personne qui les achetait avait ainsi le droit de les faire travailler gratuitement pendant 4 mois. Un jour, ils ont croisé un blanc accompagné d'un enfant indien. Et l'homme leur a dit « Je le protège, il est orphelin ». Quand ils lui ont demandé comment il savait qu'il était orphelin, il a répondu « C'est moi qui ai tué ses parents ».
Des milices blanches organisent alors régulièrement des raids sur les campements indiens. Ils brûlent les tipis et les réserves de nourriture, massacrent les adultes et capturent les enfants. Dans le même temps, dans toute la Californie, on offre des récompenses pour des oreilles, des scalps et des têtes d'Indiens. Ceux qui tuaient des Indiens le faisaient de leur propre initiative. Mais l'État de Californie a voté un budget de plus d'1 million de dollars pour rembourser les frais que ces chasseurs d'Indiens avaient pu avoir au cours de leur traque. Dans les 20 ans qui ont suivi la découverte d'or en Californie, les 4/5 de la population indienne locale, soit 120 000 personnes, sont mortes de faim, de maladie ou ont été massacrées par des Blancs. Pour moi, la rue vers l'or est l'époque de tous les excès. Des gens très bien, comme par exemple des enseignants venus du Massachusetts, sont devenus de vrais brutes une fois en Californie parce qu'ils pouvaient agir en toute impunité. Et c'est lorsqu'il y a position de force et impunité que les gens commettent des atrocités. J'hésite à employer le mot de génocide. Mais ce qui s'est passé en Californie n'en est vraiment pas très loin. Même au pire des relations américano-indiennes, on voyait rarement de telles atrocités. Mais en Californie, c'était la norme. C'était un massacre légal et subventionné par de l'argent public. La Californie a intégré l'Union durant la ruée vers l'or, tout auréolée de sa richesse, mais les mains tachées de sang. Depuis qu'ils ont été chassés du district aurifère, Vicente Pérez Rosales et ses frères ont gagné leur vie en vendant du tissu et des articles de mercerie, en tenant un hôpital de fortune pour malades du paludisme et même en s'improvisant fossoyeurs. Que faire désormais? Nous finîmes par penser que nous étions maudits et que si nous décidions de créer une usine de chapeaux, les hommes naîtraient sans tête. Puis la vue de poussière d'or sur le sol d'un restaurant nous donna l'idée d'ouvrir un hôtel. San Francisco semble l'endroit idéal pour un établissement hôtelier. La population de la ville, alimentée par le va-et-vient constant des chercheurs d'or, a augmenté de façon exponentielle pour atteindre près de 30 000 habitants à la fin de l'année 1850. Vicente Pérez Rosales achète pour 3 000 $ une parcelle sur DuPont Street, parcelle qu'il aurait eue pour une bouchée de pain un an plus tôt, et y construit à la hâte son hôtel. Une structure en bois d'1 étage qui annonce fièrement 7 chambres et un puits. Nous engageâmes un célèbre cuisinier français, M. Michel, qui, en plus du gîte et du couvert, nous demanda 8 400 $ à l'année, soit plus que le salaire d'un ministre au Chili. Nous accrochâmes au-dessus de la porte une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire « Restaurant des citoyens » et nous ouvrîmes. À l'époque, on disait que pour faire fortune, il ne fallait pas chercher des filons d'or à exploiter, que ça, c'était bon pour les imbéciles, mais qu'il valait bien mieux exploiter le filon des chercheurs d'or. C'est ce qu'ont fait des hommes comme John Studebaker, en fabriquant des brouettes et des chariots, Lévi-Strauss en créant son célèbre pantalon en voile de bateau, ou Charles Crocker, en fabriquant des articles de mercerie. Ce sont ces commerçants qui n'ont jamais cherché d'or de leur vie qui ont gagné le plus d'argent. Comme eux, Sam Brannan, qui a largement contribué à diffuser la nouvelle de la découverte de l'or, a lui aussi connu un beau succès. À partir d'un magasin à Sacramento, il a bâti un empire composé d'hôtels, d'entrepôts et de magasins de détail et s'apprête à devenir le premier millionnaire californien. Vicente Pérez Rosales et ses frères vont également connaître la prospérité, du moins pendant un temps, jusqu'à la catastrophe.
Le feu se propagea en tous sens, comme il se propageait parfois dans les champs de céréales au Chili à l'époque de la moisson. Les flammes allèrent de plus en plus haut, grondant et déferlant sous l'effet de l'explosion des barils de poudre. Cernés par les flammes, nous ne dûmes notre salut qu'à une fuite précipitée. Comme souvent dans les villes champignons, les bâtiments de Dupont Street sont en toile et en planches. Il ne faut donc que quelques minutes au feu pour ravager le quartier tout entier. La ville de San Francisco connaîtra 7 incendies de ce type en 18 mois. Les habitants balaient les cendres et se mettent aussitôt à reconstruire. Dans les années qui suivront, la municipalité se dotera d'un corps de pompiers et les structures en bois seront remplacées par de la pierre et de la brique, donnant ainsi à la ville une apparence plus permanente. Fin 1853, il y a 12 quotidiens à San Francisco, 9 compagnies d'assurance et les consulats de 27 pays étrangers. On construit des bâtiments en briques de 6 étages, là où auparavant il n'y avait que du sable. Voilà comment San Francisco s'est transformé grâce à l'or. Mais Vicente Pérez Rosales ne verra pas cette transformation. Une semaine après l'incendie de son établissement qui a réduit à néant tous ses investissements, il quitte la Californie accompagné de ses frères. Après plus d'une année à l'étranger, nous rentrâmes enfin embrasser notre mère dans notre Chili natal. Comme plus d'un, nous partîmes pour la laine, mais revînmes tondus. Ce matin, je vis le plus sublime spectacle qui jamais s'offrit à ma vue. Toute la vallée de San Joaquin était recouverte d'une brume impénétrable. Du pied de la montagne jusqu'à la côte, on ne voyait qu'une vaste étendue de brouillard à la surface intacte, tandis que le littoral se dessinait distinctement dans le lointain. Est-il un seul être humain sur Terre qui, devant un tel paysage, put douter en son fort intérieur de l'existence de Dieu? Alfred Doughton, le fils d'un capitaine de marine, a une promise et une famille qui l'attendent à Plymouth. Mais au fil des mois, il tombe de plus en plus sous le charme de la Californie. Sa société de chercheurs d'or, comme bon nombre d'autres, s'est dissoute. Ses membres ont jeté la charte de leur accord au feu et se sont dispersés. Mais ces espoirs déçus ne vont pas ramener le jeune Doughton dans l'Est. Alfred Doughton commence à vivre une vie de débauché. Il se met à boire, à devenir coureur de jupons. Il cherche des relations sexuelles avec des femmes de couleur, notamment des Indiennes et des Mexicaines. Pour lui, ces femmes de couleur ne sont pas vraiment des femmes, ou en tout cas, pas des dames comme les blanches qui appartiennent à son milieu social. Donc il se sent autorisé à multiplier ce type de relations sexuelles sans lendemain. Et il ne ressent aucun scrupule moral à se comporter de la sorte. Maria s'est éprise de moi et me veut pour unique amant. Étant donné sa couleur, je ne saurais la prendre légalement pour épouse. Elle coûte $15 et c'est une femme bien tournée, aux traits ravissants, qui fait une excellente compagne de lit. Alfred Doughton n'a pas totalement abandonné leur paillage,
Mais il a ouvert un commerce, moitié épicerie, moitié salle de bal, où il passe le plus clair de son temps à jouer du violon, à descendre whisky sur whisky et à se bagarrer pour un oui ou pour un non. Dimanche, 15 août. Dans la soirée, une échauffourée éclata avec Bob Payne. Il était ivre et me couvrait de jurons et d'insultes, si bien que je lui fis voir 36 chandelles avant de le jeter dehors. Suite à l'assassinat d'un chercheur d'or anglo-américain au cours d'une bagarre dans son établissement, Alfred Doughton réunit quelques hommes pour traquer les 2 Mexicains accusés du meurtre. Une fois capturés, ils sont pendus sans autre forme de procès. Après la pendaison, nous les laissâmes se balancer au bout de leurs cordes jusqu'au matin. L'obscurité de la nuit rendit la scène plus atroce et terrifiante encore. C'était un jeune homme dont on pouvait attendre qu'il fasse quelque chose de sa vie. Mais une fois en Californie, il a changé du tout au tout. Il se jette à corps perdu dans le vice et la violence. On a un peu l'impression qu'il s'est créé une nouvelle identité en Californie et qu'il a voulu couper les ponts avec son passé et son père. Cependant, de temps à autre, Alfred Doughton est hanté par le souvenir de son ancienne vie à Plymouth. Une nuit, il fait un rêve marquant dans lequel il voit son père. Il m'apparut en rêve et me fit ses adieux, car il était sur le point de mourir. Il me donna sa bénédiction et m'enjoignit de garder mon flegme en toutes circonstances et de combattre le monde tant que celui-ci résisterait. Sur ces mots, il s'éteignit. Dieu le bénisse. J'espère le revoir en vie et bien portant malgré son âge. À la fin du mois d'octobre 1850, un bateau à vapeur entre dans le port de San Francisco et déploie une bannière portant l'inscription tant attendue. La Californie a été admise dans l'Union en tant que 31e État. San Francisco est en liesse. Des drapeaux américains fleurissent en haut de tous les mâts et sur tous les toits. On tire le canon et les habitants, toutes nationalités confondues, défilent ensemble dans les rues, certains que la Californie est promise à un glorieux avenir. Le gouverneur se lève pour faire son discours et dit « Notre État est une merveille pour nous et un miracle pour le monde. » Et ce n'était pas exagéré, ce n'était pas démagogique, c'était la vérité. La Californie a été, dès sa formation, une merveille et un miracle. Dans la décennie qui suit, la Californie continue à attirer les immigrants par dizaines de milliers. Des femmes du Nord et du Sud venues rejoindre leurs maris, des paysans, des commerçants et des industriels désireux de profiter de l'une des économies les plus prospères du continent nord-américain. Au début des années 1850, les Chinois arrivent en grand nombre, attirés par des perspectives que leur pays ne peut leur offrir. Les Chinois appellent la Californie Gumsan, ce qui veut dire la montagne dorée. Beaucoup pensent que l'activité de cet État va se développer encore davantage avec son adhésion à l'Union. Et les Chinois sont bien décidés à saisir leur chance et à en profiter pour s'enrichir. Ils sont une poignée à débarquer en Californie au début de la ruée vers l'or. En 1849, ils sont environ 300. L'année suivante, 450 de plus. Mais par la suite, c'est un véritable raz-de-marée. En 1852, ils sont 20 000 à passer la douane de San Francisco, dont 2 000 en une seule journée. La plupart d'entre eux sont des paysans,
originaires de la province défavorisée du Guangdong, qui ont payé leur traversée en signant un contrat de travail avec des marchands de Hong Kong. Une fois en Californie, des associations chinoises se chargent de leur trouver un emploi pour qu'ils remboursent leurs dettes. Les Chinois ont très bien su s'organiser. Dès leur arrivée à San Francisco, ils ont commencé à créer des associations en fonction de leur lieu d'origine et de leur lien de parenté. Les nouveaux arrivants payaient une cotisation et ces associations les mettaient en contact avec d'autres Chinois ayant des intérêts similaires. De cette façon, les gens s'entraidaient et protégeaient leurs intérêts aux États-Unis. La majorité de ces nouveaux immigrants se regroupent pour travailler ensemble sur les sites d'orpaillage. Les Chinois avaient tendance à rester entre eux. C'était pour des raisons raciales, de langue et de religion. C'était aussi parce que les Américains ne voulaient pas avoir affaire à eux. Ils ont formé des communautés très soudées, à l'image du Chinatown de San Francisco. Et ce communautarisme se retrouvait jusque dans les campements. Les Américains blancs considéraient les Chinois comme appartenant à une autre civilisation, à une autre race. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, ces différences étaient insurmontables et incompatibles. Donc, dès que les Chinois ont été plus nombreux, des tensions sont immédiatement apparues. Sous la pression des orpailleurs blancs, les législateurs californiens obligent les Chinois à s'acquitter de la taxe destinée aux chercheurs d'or étrangers, qui est désormais bien moindre. Les Chinois acceptent de payer cette taxe et, pour éviter tout conflit avec les Blancs, s'installent sur des sites abandonnés qui, à force de travail et d'assiduité, finissent par leur rapporter. Très vite, les taxes payées par les chercheurs d'or chinois vont représenter près du quart des recettes de la Californie. D'autres immigrants chinois préfèrent s'installer à San Francisco ou à Sacramento et gagnent leur vie comme pêcheurs, blanchisseurs ou cuisiniers. Les Chinois sont traités en subalternes, mais ils ont le droit de participer à la ruée vers l'or parce qu'ils sont indispensables à l'économie. Ils sont exploités, mais on ne les chasse pas. La Californie n'est pas devenue un État de blancs parce que les gens de couleur ne partaient pas. Même s'ils étaient exploités ou expulsés, ils restaient sur place. En dépit de l'hostilité et de la discrimination, de nombreux Chinois considèrent les États-Unis comme leur pays. Ils peuvent gagner de l'argent de différentes façons et avoir un niveau de vie qu'ils n'auraient jamais eu en Chine. Wally est ainsi le premier Chinois à ouvrir une blanchisserie à San Francisco. Et les clients s'y bousculent. Yi-Fung Chung a abandonné leur paillage pour ouvrir une herboristerie traditionnelle. Quant à Hia Tai, un commerçant arrivé sans un sou, il possède désormais sa propre compagnie d'orpaillage et emploie une centaine d'ouvriers. Avec le temps, ceux qui sont restés en Chine finiront par avoir vent de ces réussites. Et en 1870, la Californie comptera plus de 48 000 Chinois. Le plus difficile pour la plupart des gens, c'est de rentrer et de reconnaître leur échec. Parce qu'ils se sont engagés à réussir vis-à-vis d'eux-mêmes et de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. La Californie est un endroit très difficile à quitter, surtout lorsque votre fierté ou vos ambitions déçues vous en empêchent. Lorsqu'Hiram Pierce arrive en Californie en 1849, il compte se remplir les poches d'or et repartir rapidement chez lui dans l'Est. Mais après plus d'1 an sur place, rien ne s'est déroulé comme prévu.
Dans une ultime tentative désespérée, il a investi ses derniers dollars dans la construction d'un chenal de 200 mètres de long sur 5 de large, qu'il creuse depuis 1 mois et demi avec d'autres chercheurs d'or. Il leur faut ensuite détourner l'eau vers ce chenal pour pouvoir explorer le fond de la rivière. Nos dépenses se montent à près de 3 000 $, divisés en 12 parts. Mais je redoute que cet investissement soit en pure perte. Il sera sans doute difficile de fouiller la rivière. Durant plusieurs semaines, Hiram Pierce et ses compagnons vont creuser frénétiquement le lit du cours d'eau détourné. Mais en guise d'or, ils ne trouveront qu'un enchevêtrement de cailloux et de rochers. Il nous fut impossible de franchir cette barrière avec nos outils. Nous décidâmes donc d'abandonner et de passer notre entreprise par profits et pertes. La rivière est montée d'1 mètre en raison de la pluie. Je songe sérieusement à rentrer. Pour Hiram Pierce, la coupe est pleine. Quelques jours plus tard, il vend sa pelle pour 2 $, ainsi que quelques effets personnels, et prend la direction de San Francisco. De là, il prendra le bateau pour rentrer chez lui, sans plus d'argent qu'à son départ. Ma chère épouse, que j'espère point trop esselée, je tentais ma chance, mais le Seigneur, pour une raison inconnue de moi, en décida autrement. Je ne saurais sacrifier davantage ce que j'ai de plus précieux au monde pour un gain aussi élusif. J'endure ce bannissement volontaire depuis bien trop longtemps. Aussi ai-je décidé de revenir. Signé votre bien-aimé prodigue. En 1851, quasiment tout l'or qui se trouvait en surface a été ramassé. Il reste encore d'importants gisements, mais ils ne peuvent être atteints qu'en descendant au cœur des formations granitiques ou en lavant le lit d'anciens cours d'eau avec des lances à haute pression. Le chercheur d'or solitaire avec sa pelle et sa bâtée a été évincé par les compagnies minières qui emploient désormais des dizaines de travailleurs salariés. Ces ouvriers gagnaient peut-être plus qu'ils n'auraient gagné à l'Est, mais ils n'étaient pas venus ici pour être salariés. Donc, au fil du temps, ils ont eu le sentiment d'avoir été trahis par la Californie parce que ce n'était pas ce à quoi ils aspiraient. D'énormes quantités d'or continuent pourtant à être extraites du sol californien, pour un montant annuel moyen de 60 millions de dollars durant toute la décennie 1850. Mais ce sont désormais les compagnies privées qui empochent ces millions. Découragés, de nombreux 49ers rentrent chez eux. D'autres poursuivent l'aventure dans l'Ouest américain, de la Californie aux montagnes rocheuses, en passant par le site de Comstock Lode dans le Nevada. Ces hommes, venus chercher de l'or, avaient promis de rentrer chez eux. Mais ils passaient de campement en campement, pensant à chaque fois avoir trouvé le bon filon. Beaucoup ne le trouveront jamais, mais ils ne peuvent pas renoncer et repartir. Alfred Doughton fait partie de ceux qui ne rentreront jamais. Les mois et les années passant, il finira par se faire un nom comme journaliste dans le Nevada. Mais il n'a jamais découvert de filon. Le temps et la boisson l'éloigneront de plus en plus de sa famille à Plymouth. « 2 octobre 1900. C'est le 51e anniversaire de ma venue en Californie. Je suis ici depuis 1849, plus pauvre qu'à mon arrivée, mais plus riche d'expériences humaines et de reconnaissance à l'égard de mes semblables.
Je dépensais $1 pour fêter l'événement avec d'autres vieux 49ers. Alfred Doughton a fini sa vie sur un tabouret de bar à raconter la grande époque de la ruée vers l'or contre quelques verres de whisky. Il ne reverra jamais son père. La Californie a mieux réussi au Wilson. Ils sont devenus riches rapidement, ce qui aurait été impossible dans le Missouri. Aussi, lorsqu'un incendie les chasse de Nevada City au début de l'année 1851, Luzena et son mari n'envisagent pas un seul instant de repartir vers l'Est. Au lieu de cela, ils prennent la direction de la côte Pacifique. Nous nous arrêtâmes dans une petite vallée dont la beauté nous fascina. Elle portait le nom de Vaca. Nous décidâmes sur le champ d'acheter cette terre et de nous y installer. Les Wilson acquièrent une petite parcelle près d'un ruisseau alimenté par une source, y ouvrent un hôtel et s'essaient au travail des champs. De nombreux autres Américains décident aussi de se fixer dans la région. Dans toute la Californie, les grands propriétaires terriens hispanophones voient leur immense domaine envahi par des squatteurs, qui obtiendront gain de cause devant la justice. Les vastes prairies deviennent alors de petits champs de blé et d'orge. Les nouveaux colons sont rejoints par leurs familles et la frénésie de la ruée vers l'or cède peu à peu la place au rythme plus lent des installations. Les distractions dominicales telles que les rodéos dans les saloons, la tournée des bars, le poker et les rixes appartiennent désormais au passé. Aujourd'hui, notre petite ville s'est civilisée. 8 ans après s'être installés dans la vallée de Vaca, les Wilson sont devenus l'une des plus riches familles du comté. Ils possèdent désormais la majeure partie de la ville qui a poussé autour d'eux. Luzena, la pionnière du Missouri, a passé ses dernières années dans un hôtel de San Francisco à faire des affaires dans l'immobilier et à fréquenter les dames les plus en vue de la ville. La ruée vers l'or a été l'occasion de tenter le tout pour le tout. La Californie offrait une nouvelle variante du rêve américain qui mettait l'accent sur la capacité à prendre des risques et sur la volonté de parier sur l'avenir. Avant la ruée vers l'or, les journaux évoquaient de temps à autre la possibilité de construire une voie ferrée transcontinentale, ce qui amusait beaucoup les lecteurs. C'était un projet qui paraissait insensé. Pourquoi ne pas construire une voie ferrée pour la Lune tant qu'on y était? Après la ruée vers l'or, les gens ne se moquent plus de ce genre d'idées. Ça a autorisé les rêves les plus fous. La légende a tendance à vouloir présenter la ruée vers l'or comme une glorieuse aventure sans ambiguïté. Or, ce n'était pas le cas. Les gens ont beaucoup gagné, mais aussi beaucoup perdu. Si la ruée vers l'or a été l'occasion de créer une société nouvelle, elle a aussi exclu un grand nombre d'individus. Mais ce sentiment de tournant, de nouveau départ et de possibilités infinies vient de là. Ça a été l'occasion pour beaucoup de donner le meilleur ou le pire d'eux-mêmes. Ça a été une expérience extrême. Les gens étaient en permanence sur le fil du rasoir. La ruée vers l'or a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Californie et a transformé la vie de milliers de personnes.
Tout était possible. C'est ça que représentait l'or. La possibilité d'une nouvelle vie. Après 2 ans loin de chez lui, Hiram Pierce retrouve sa famille à Troy. Les épreuves qu'il a endurées l'ont tellement transformé que certains de ses amis ne le reconnaissent pas. N'ayant pas ramené d'or, il reprend son métier de forgeron comme auparavant. Mais comme le dira sa fille, il ne s'est jamais vraiment remis de sa fièvre californienne. Plus de 10 ans après son retour, il parlait encore de l'État doré et échafaudait des plans pour y retourner. Il rêvait d'acheter une ferme sur place et de reprendre leur paillage. Hiram Pierce mourra sans avoir réalisé son rêve. Mais dans les années qui suivront, 4 de ses 7 enfants quitteront Troy pour aller s'installer définitivement en Californie.